Un signal souterrain inattendu a brusquement fissuré le calme minéral des hauteurs du Songandi, déclenchant une onde de stupeur nationale. Deux mesures contradictoires, l'immensité d'une masse cristalline et la fragilité économique du Burkina Faso, se heurtent désormais dans un même récit déconcertant. Face à cette collision improbable, comment Ibrahim Traoré peut-il transformer une découverte brute en avenir viable pour ceux qui observent ce tournant avec prudence? Au bord du volcan silencieux, l'horizon semble soudain s'ouvrir vers une possibilité que nul n'osait formuler auparavant, étirant les attentes et bousculant les certitudes établies. La découverte du gisement du Songandi ne se limite plus à un simple frémissement géologique. Elle place le pays devant une responsabilité d'ampleur historique. Les premiers rapports, relayés par les observateurs internationaux et les médias spécialisés en Burkina Faso News, soulignent que l'issue de cette opportunité dépendra moins de la quantité de diamants que de la capacité collective à en éviter les dérives. Bâtir une richesse durable exige une lecture méthodique des risques, captation par des groupes d'intérêt, pressions diplomatiques accrues, fissures sociales nées d'attentes irréalistes. Pourtant, au milieu de ces incertitudes, une promesse persiste, celle d'un pays capable de transformer une matière brute en levier stratégique, à condition d'imposer ses propres règles. Cette perspective de maîtrise, une maîtrise lente, structurée, transparente, devient l'axe central du récit à venir. Et c'est ici qu'un micro-hook s'installe. Si cette découverte représente un tournant, alors la question cruciale n'est plus quoi trouver, mais comment tenir. Ce déplacement de l'attention, discret mais décisif, redéfinit la trajectoire du débat national. La première analyse satellitaire a dévoilé un détail que presque personne n'avait anticipé. La masse cristalline ne se limitait pas à une poche isolée, mais s'étendait sur plus de 10 km². Et à mesure que les géologues affinaient leur modèle, la projection, jusqu'à 3 milliards de carats potentiels, a imposé un silence tendu dans les cercles décisionnels du Burkina Faso News. Ces chiffres ne sont pas apparus d'un seul bloc. Ils ont émergé par couches successives, chaque étape renforçant la crédibilité de la découverte et transformant un simple écho souterrain en enjeu national. Les premières vibrations enregistrées dans la roche, discrètes et presque anodines, ont déclenché une série de vérifications croisées, analyses géophysiques, imagerie orbitale, sondage mécanique. Cette chaîne méthodique a permis de passer du doute à la certitude. Et c'est précisément ce glissement d'un possible bruit de fond à une annonce confirmée qui a redéfini la posture des institutions burkinabées. Dans la capitale, les salles de réunion ont soudain pris des allures sortes de postes de commandement. Des cartes, des séries chiffrées, des projections de flux économiques circulaient d'une main à l'autre, dessinant un futur à la fois prometteur et périlleux. Au milieu de ce tourbillon, un élément restait constant, la présence discrète mais décisive d'Ibrahim Traoré, observant les synthèses techniques sans céder à l'euphorie. Pour beaucoup, cette retenue incarnait une forme de boussole politique, un rappel implicite que la découverte ne valait rien si elle n'était pas mise en perspective avec les vulnérabilités du pays, car le contexte dépasse largement la seule dimension minière. Dans les marchés des grandes villes, les discussions se propagent aussi vite que les images satellites. Les rumeurs de prospérité immédiate côtoient les inquiétudes d'une possible malédiction des ressources, un motif déjà bien connu dans l'histoire africaine. Les familles, les commerçants, les enseignants sentent que quelque chose a basculé, non pas l'économie, pas encore, mais l'imaginaire collectif. Cette sensation diffuse d'être à l'aube d'un tournant nourrit à la fois espoir, prudence et interrogation. C'est dans cette tension que s'ancre la suite du haut récit. Au lendemain de la confirmation scientifique, les premières fissures symboliques sont apparues dans la manière dont les institutions observaient la situation. Les ministères, habituellement cloisonnés, ont commencé à faire circuler des notes conjointes
comme si la découverte exigeait soudain un langage commun. Cette transition silencieuse a ouvert la voie à une figure centrale, non pas héroïsée, mais placée au cœur du dispositif d'analyse, celle d'Ibrahim Traoré, dont la posture entre vigilance et retenue dessinait une méthode plus qu'un discours. 2 scènes, modestes mais révélatrices, ont marqué les premières heures. Dans un premier exemple, dans une salle exiguë du palais, un groupe de jeunes ingénieurs a présenté une modélisation préliminaire du gisement. Leur voix tremblait légèrement, consciente que chaque mot pouvait faire basculer l'interprétation politique. Pourtant, l'échange s'est déroulé sans précipitation. La question n'était pas d'aller vite, mais de comprendre. Dans un second exemple, à quelques rues de là, un enseignant de quartier expliquait à ses élèves pourquoi les adultes parlaient tant du son Gandhi. Elle n'avait que des images mentales à offrir. Mais son récit traduisait un premier impact. Même sans diamant visible, la découverte changeait déjà l'éducation, les conversations, les attentes. Ces signaux modestes soulignaient un phénomène plus profond. Le pays se dotait d'un guide narratif, non pour trancher, mais pour structurer l'incertitude. Là où certains voyaient un trésor immédiat, d'autres percevaient une épreuve de cohésion nationale. Et c'est ce décalage entre ampleur géologique et quotidien ordinaire qui dessinait les premiers contours d'un tournant encore fragile. En clair, tout commence par ce que l'on choisit de comprendre. Le premier déclencheur est survenu d'un détail presque banal. Un rapport interne indiquant que les données satellitaires, croisées avec les forages exploratoires, ne présentaient plus aucune marge d'erreur significative. Ce constat, énoncé sans emphase, a suffi à transformer une hypothèse prudente en certitude scientifique. Les ministères se sont alors mis en mouvement. Les réunions, d'abord espacées, se sont multipliées. Les questions logistiques ont envahi les couloirs. Comment sécuriser la zone? Quels experts convoquer? Quelle communication autoriser? Le rythme s'est accéléré avant même que la population n'en saisisse l'ampleur. Le second déclencheur est arrivé quelques heures plus tard, lorsqu'un groupe réduit de géologues chinois a validé la concordance des données. Leur confirmation, concise et méthodique, a éliminé les dernières résistances. Dès cet instant, les discussions se sont étendues des bureaux gouvernementaux aux chancelleries étrangères. Chaque capitale voulait obtenir un extrait d'information, un signal, une faille. Le téléphone diplomatique n'a plus cessé de sonner. Le Burkina Faso venait de basculer dans un jeu d'échelle mondiale. Puis, il est venu le sommet. Dans une salle gardée par des militaires, un cercle restreint de décideurs a étudié la carte du son Gandhi. Les contours du gisement formaient une masse si vaste qu'elle semblait irréelle. Pourtant, toutes les données pointaient vers la même conclusion. Le pays disposait d'un potentiel économique capable de bouleverser sa trajectoire. La tension était palpable. Parmi les documents étalés, un chiffre revenait. 3 milliards de carats potentiels. Cet ordre de grandeur n'était plus un symbole, mais un enjeu de stabilité. Le sommet a atteint son point le plus dense lorsqu'un ministre a posé une question simple. Qui contrôlera réellement cette richesse? La salle s'est figée. Cette interrogation, sans fracas, a exposé la ligne de fracture que tout le monde redoutait. Les réponses n'étaient ni immédiates ni consensuelles. Pourtant, une présence a servi de pivot discret, celle d'Ibrahim Traoré, attentif à chaque argument, mesurant les risques avant toute conclusion. Sa posture a empêché le débat de se dissoudre dans la précipitation. À l'extérieur, dans les rues de Ouagadougou, le sommet prenait une autre forme. Les rumeurs. On parlait d'une terre qui parle, d'une richesse enfouie depuis des millénaires. Les marchés bruissaient d'attentes nouvelles, tandis que certains commerçants redoutaient déjà les tensions que l'imprévisible pouvait provoquer. Le pays vivait une montée dramatique silencieuse, où chaque mot circulait plus vite qu'un communiqué officiel. Puis la retombée a commencé. Elle ne s'est pas manifestée par un apaisement, mais par un étirement du temps. Les ministères ont suspendu certaines décisions, le gouvernement a renforcé la sécurité autour du volcan et les partenaires internationaux ont ralenti leur prise de position.
comme s'ils attendaient un signe. Cette suspension collective a replacé la première question au centre. Comment transformer la découverte sans fracturer le pays? C'est dans ce creux, à mi-chemin du tumulte et de la réflexion, qu'un micro-hook s'est imposé. Si la zone essayait désormais maîtrisée, le pays l'est-il autant? Et derrière cette interrogation, une seconde, plus tranchante, commence à émerger. Que se passera-t-il si les offres étrangères deviennent trop pressantes? La situation initiale, marquée par la rareté des ressources et la fragilité économique, contraste désormais avec l'ampleur spectaculaire du gisement récemment confirmé. Un glissement net du baseline vers un delta qui redéfinit totalement la marge d'action du pays. Les géologues ont établi que la zone exploitable dépasse les 18 km², une étendue si vaste qu'elle impose une cartographie continue. Cette surface exceptionnellement large nécessite une surveillance technique permanente et une coordination entre équipes locales et internationales. Le volume estimé atteint ensuite une échelle encore plus saisissante. Les experts évoquent près de 3 milliards de carats de diamants bruts, une masse cristalline sans équivalent dans les archives régionales. Cette projection repose sur des carottages alignés et plusieurs modèles géologiques rigoureux. Chaque échantillon renforçait la plausibilité d'un réservoir d'une profondeur et d'une densité rarement observée. La prudence des analystes s'est progressivement effacée face à la convergence méthodologique des données. Les implications humaines suivent la même courbe ascendante. Une étude préliminaire de l'ONU estime que l'exploitation pourrait générer 50 000 emplois directs dès la première phase industrielle. Cette estimation inclut les opérations minières, la logistique et les unités de tri spécialisées. À cela s'ajouteraient potentiellement 100 000 emplois indirects liés aux chaînes de transport, aux services techniques et aux chantiers de transformation locale. Ces projections reposent sur des scénarios réalistes, intégrant les capacités actuelles du Burkina Faso. Ces chiffres ne sont pas de simples indicateurs abstraits. Ils structurent déjà les priorités. Dans les bureaux stratégiques, les tableaux de charge se recomposent autour de ces données, forçant les décideurs à imaginer des modes de gestion capables d'éviter le siphonnage financier observé ailleurs en Afrique. Les débats internes se cristallisent autour d'un axe central, transformer une ressource gigantesque en bénéfice partagé, sans déclencher les effets pervers de la malédiction des ressources. Les ministères ont commencé à calculer les variations possibles du PIB si l'exploitation s'organise de façon ordonnée. Certains analystes évoquent une multiplication par 10 dans un horizon de quelques années, mais ces projections restent théoriques tant que l'infrastructure juridique n'est pas solidement posée. La question de la redistribution revient dans chaque meeting. Comment garantir que l'enrichissement ne se concentre pas entre quelques mains? Au sein de ces discussions, une présence revient régulièrement comme élément stabilisateur, celle d'Ibrahim Traoré, dont la posture méthodique sert de filtre aux propositions trop hâtives. Sa ligne directrice, considérer chaque chiffre comme un outil et non comme une promesse, apparaît dans les comptes rendus techniques. Cette approche limite l'euphorie et ramène les équipes vers un raisonnement basé sur la proportion, le contrôle, la traçabilité. En définitive, les données chiffrées ne créent pas seulement une perspective, elles imposent un cadre, une discipline, un horizon stratégique. Elles ne disent pas ce qu'il faut faire, mais ce qu'il serait dangereux d'ignorer. Et c'est précisément ce cadre, structuré, vérifiable, mesurable, qui prépare la scène du débat à venir. La première position, soutenue par une partie des milieux économiques, affirme qu'une ouverture rapide aux entreprises étrangères constituerait la voie la plus efficace. Ces défenseurs estiment que l'expertise accumulée par les grands groupes miniers garantirait une exploitation techniquement fiable, réduirait les délais et maximiserait les retombées immédiates. Selon eux, l'histoire récente de certains pays africains ayant réussi leur transition grâce à des partenariats structurés démontre qu'un tel modèle peut, lorsqu'il est bien encadré, transformer en quelques années un secteur dormant en moteur national. Cette approche revendique une logique. Face à une découverte d'une telle ampleur,
La vitesse devient un atout stratégique, car elle devance les tentatives d'ingérence et les conflits internes. La seconde position, elle, met en garde contre les effets d'un emballement. Ses partisans rappellent que la ruée vers les ressources a souvent entraîné fragmentation sociale, perte de souveraineté et contrats défavorables. Ils soulignent que les pressions extérieures, déjà visibles dans le sillage de la découverte, risquent de s'amplifier si le pays cède trop vite sur le contrôle. Pour eux, la priorité n'est pas d'extraire plus tôt, mais de construire un cadre éthique et institutionnel capable de résister au temps. L'objectif dépasse l'économie immédiate. Il s'agit d'éviter que la richesse nouvellement révélée ne devienne source de division, de dépendance ou de prédation. Face à ces deux lignes, l'analyse la plus cohérente repose sur une lecture combinée des éléments déjà établis dans les phases précédentes. D'un côté, l'expertise étrangère offre une capacité technique réelle, difficile à ignorer. De l'autre, l'histoire de la région montre que la précipitation se paie souvent par une perte de contrôle irréversible. L'enjeu, alors, n'est pas de trancher entre vitesse et protection, mais de concevoir un mécanisme de gouvernance qui absorbe les avantages de l'une tout en neutralisant les risques de l'autre. La clé se situe dans le rythme et dans la transparence. Avancer, oui, mais seulement au pas que le pays peut lui-même maîtriser. Le milieu bascule sans bruit. Cette bascule ne provient ni d'un discours officiel, ni d'une annonce tonitruante, mais d'un glissement beaucoup plus discret. Les premières analyses stratégiques, jusque-là confinées aux cercles techniques, commencent à circuler sous forme de notes synthétiques entre les ministères. Ces documents, sobres et méthodiques, ne contiennent aucune décision, mais laissent en passe transparaître un changement profond. La découverte du Sangandi n'est plus seulement un enjeu minier, elle devient un test de cohésion nationale. C'est dans cet interstice entre prudence administrative et frémissement politique qu'émerge la révélation du milieu du récit. On découvre que certaines chancelleries étrangères ont déjà tenté de sonder les alliances possibles, non par pression ouverte, mais par micro-signaux diplomatiques. Les analystes burkinabés, en passant ces signaux au crible, comprennent que le pays se trouve désormais engagé dans une partie plus vaste que prévu. Au cœur de cette transition, la posture d'Ibrahim Traoré agit comme un point fixe. Sa constance, sans emphase ni silence excessif, crée un effet inattendu. Elle force les observateurs, internes comme externes, à réévaluer la marge de manœuvre réelle du Burkina Faso. Le Midpoint Reveal tient donc en une seule question suspendue. Si l'équilibre commence à se déplacer, qui maîtrise vraiment ce mouvement ? Les premières répercussions touchent d'abord l'État, où les cadres administratifs voient leur marge de travail se réorganiser autour de nouvelles responsabilités. Les unités techniques chargées de la régulation doivent désormais anticiper les risques de captation de la ressource, avec des protocoles de contrôle plus stricts et un suivi continu des flux. Les ministères, autrefois cloisonnés, se retrouvent contraints de coopérer pour éviter les angles morts institutionnels. Une dynamique s'installe. Plus la découverte attire l'attention extérieure, plus l'État doit renforcer sa capacité interne de cohérence et de défense stratégique. Pour les entreprises, l'effet est double. Les sociétés étrangères observent le volcan. Sangandi avec une prudence stratégique, consciente que le pays n'entend pas céder le contrôle. Les acteurs locaux, eux, identifient une fenêtre rare pour émerger, mais sans disposer encore d'une infrastructure robuste. Une attente tendue s'installe. Les partenariats potentiels semblent à portée de main, mais l'incertitude réglementaire impose une retenue qui ralentit les engagements. Les milieux économiques comprennent que la vitesse seule ne suffira pas. La crédibilité nationale devient l'enjeu central. La population, elle, vit une transformation plus sensible encore. Dans les marchés, les discussions évoluent légèrement. Les attentes de richesse immédiate cèdent la place à des questions plus nuancées sur la répartition et la souveraineté. Les familles se projettent des espoirs,
mais redoutent aussi les divisions qu'une telle découverte pourrait engendrer. Les enseignants, les commerçants, les salariés perçoivent un changement d'atmosphère, comme si le pays se tenait à la frontière d'une possibilité historique. Les récits se relayaient dans les Burkina Faso News, alimentant cette tension entre enthousiasme mesuré et vigilance accrue. Sur le plan régional, les voisins observent avec une attention soutenue. L'onde de choc géopolitique dépasse le cadre strict du Burkina Faso. Les équilibres de coopération, de transport et de sécurité risquent d'être redéfinis. Les chancelleries voisines envisagent déjà des ajustements pour s'aligner sur ce nouvel acteur de poids. Certaines capitales craignent une redistribution des influences, d'autres y voient l'occasion de renforcer les liens avec un partenaire en pleine mutation. La région entière attend de voir comment le pays articulera sa souveraineté avec les nouvelles dynamiques économiques. Entre ces quatre groupes, une ligne principale se dessine. La découverte agit moins comme une promesse que comme un révélateur. Elle met en lumière les forces, les fragilités, les aspirations et les contradictions du pays. Au centre, une constante discrète demeure. La posture méthodique d'Ibrahim Traoré, dont la manière de tenir la ligne influence directement la perception externe. À ce stade, il devient clair que le mouvement est maîtrisé non par ceux qui l'observent, mais par ceux qui structurent son rythme. Dans un scénario de base, un équilibre fragile mais fonctionnel. Dans la trajectoire la plus plausible, le Burkina Faso parvient à stabiliser la gestion du gisement sans brusquer les alliances existantes. Les travaux d'évaluation avancent, les protocoles de sécurité se renforcent et les discussions avec certains partenaires étrangers restent ouvertes mais encadrées. L'économie ne connaît pas encore de transformation spectaculaire, mais elle gagne en visibilité et en crédibilité. Les institutions, encore en phase d'apprentissage, trouvent un rythme prudent. Cette ligne médiane se caractérise par un progrès lent mais structuré, où chaque décision vise à éviter une perte de contrôle politique ou technique. La population perçoit une évolution graduelle, sans euphorie excessive ni rupture brutale. Dans un scénario optimiste, consolidation souveraine et montée en puissance maîtrisée. Dans cette version, la Commission nationale obtient des résultats rapides. Les mécanismes de transparence s'installent, la coopération entre ingénieurs, économistes et régulateurs se fluidifie, et certaines offres étrangères sont renégociées selon les intérêts nationaux. Les initiatives éducatives et techniques gagnent du terrain, créant les premières fondations d'une filière locale de transformation. La confiance, interne comme externe, s'accroît. Le pays gagne une capacité nouvelle, décider sans subir. La région commence à reconnaître un acteur capable de redéfinir ses propres règles, réduisant progressivement les vulnérabilités qui pesaient un boulet sur lui. L'élan reste fragile, mais sa cohérence inspire. Dans un scénario plus sombre, tension externe et fragmentation interne. Dans l'hypothèse moins favorable, les pressions internationales s'intensifient au point de fissurer la cohésion politique. Les demandes concurrentes sur l'accès au gisement provoquent des divisions internes, tandis que les acteurs économiques cherchent des raccourcis qui fragilisent la légitimité institutionnelle. Des sanctions, même limitées, pourraient perturber les flux financiers, entraînant un ralentissement économique et une polarisation sociale. Le risque principal n'est pas l'effondrement, mais l'enlisement. Un pays qui possède la ressource, mais qui la voit se transformer en source d'instabilité, plutôt qu'en levier stratégique. En guise de recommandation de réflexion. Face à ces trois directions, la posture la plus solide consiste à envisager chaque scénario comme une boussole plutôt qu'une prophétie. Le défi des mois à venir n'est pas de deviner l'avenir, mais de mesurer ce que chaque choix renforce ou fragilise dans le présent. Pour les foyers urbains, la découverte agit avant tout comme un déplacement silencieux des repères. Les conversations, autrefois centrées sur la difficulté du quotidien, s'élargissent désormais à des enjeux collectifs.
Certains y voient naître une chance rare d'infléchir le destin national. D'autres redoutent que l'espoir trop rapide n'engendre frustration et malentendu. Cette expérience intime du changement n'a rien de spectaculaire. Elle se mesure dans la manière dont les familles ajustent leurs attentes, avec prudence, mais sans renoncer à l'idée d'un futur plus stable. Du côté des travailleurs et des jeunes, la transformation prend une tonalité différente. Dans les écoles et les centres de formation, les élèves interrogent leurs enseignants sur le fonctionnement des mines, sur la valeur des ressources, sur les risques d'ingérence extérieure. Les salariés, eux, cherchent à comprendre quel métier pourrait émerger, comment se préparer et à quel rythme. Cette mobilisation cognitive, encore fluide, montre que la découverte ne se limite pas à une promesse économique. Elle devient un objet d'apprentissage collectif, un terrain où s'entrelacent ambition professionnelle et sens civique. Pour les communautés rurales, l'impact s'exprime par un mélange de proximité et de distance. Elles ne voient pas le gisement, mais perçoivent que les tensions, les déplacements militaires, les commentaires circulant dans les marchés. Leur rapport au territoire change. Ce qui semblait immuable peut soudain attirer les regards du monde. Certaines communautés y trouvent en eux un regain de fierté. D'autres craignent d'être laissées en marge si la redistribution n'est pas pensée avec soin. Cette perception du risque et du potentiel, ancrée dans la vie quotidienne, structure la manière dont ces populations envisagent l'avenir. À travers ces trois groupes, une idée se clarifie. La découverte n'est pas seulement un fait national, mais un miroir tendu à chaque citoyen sur ce qu'il attend de son pays. La première étape consiste à consolider l'architecture institutionnelle chargée du gisement. Les services techniques doivent harmoniser leurs méthodes d'évaluation, établir un protocole unique et vérifier la traçabilité de chaque opération. La mesure de cette étape repose sur un indicateur simple, la capacité des équipes à produire des rapports croisés sans divergence majeure. Cette cohérence devient le socle qui empêche les dérives administratives. La deuxième étape implique la montée en compétences coordonnées des acteurs locaux. Les centres de formation doivent adapter leurs programmes, intégrer les disciplines minières et renforcer les unités de supervision communautaire. L'objectif n'est pas de créer des spécialistes en quelques mois, mais de structurer une base qui pourra s'étoffer au fil du temps. Le critère d'évaluation se lie dans la mobilisation des premières cohortes formées et dans leur insertion progressive dans les projets pilotes. La troisième étape concerne la transparence opérationnelle. Chaque décision doit être accompagnée d'un mécanisme de publication. Contrats, modalités de partenariat, critères environnementaux, retours financiers. Ce système limite les zones d'ombre et redonne confiance aux citoyens. Le suivi s'effectue par le volume d'informations mises à disposition, par leur régularité et par la capacité des institutions à répondre aux questions publiques. La quatrième étape porte sur la mise en place d'un cadre territorial stable autour du Son-Gandhi. Les forces de sécurité doivent agir sans excès. Les autorités locales doivent organiser le dialogue avec les communautés et les services sociaux doivent anticiper l'impact des flux humains liés aux travaux. La mesure de cette étape se fonde sur la stabilité des zones concernées et sur l'absence de tensions prolongées. Au centre de cette feuille de route, la posture d'Ibrahim Traoré joue un rôle structurant. Elle trace une ligne qui refuse la précipitation et privilégie l'action mesurable. Ainsi, la réflexion se referme sur l'idée que l'avenir dépend moins de ce qui arrivera que de la manière dont chaque étape sera tenue. Lorsque les premiers éclats de la découverte se sont dissipés, la nation s'est retrouvée face à un paysage intérieur plus vaste que la simple carte du Son-Gandhi. La montagne silencieuse, dont les flancs semblaient immobiles depuis des siècles, s'est transformée en motif central d'un récit collectif. Elle n'a pas changé de forme, mais elle a changé de sens. Ce qui n'était qu'une masse minérale est devenu un repère mental, un point fixe auquel chacun revient lorsqu'il tente de comprendre ce moment charnière. Dans cet espace de réflexion, une image persiste, celle où la Terre,
tenue un instant dans une main, raconte plus qu'un gisement. Elle évoque l'effort de lucidité, la part de courage et la fragilité partagée d'un pays qui avance sans certitude. Beaucoup y voient dans ça le signe d'un cycle nouveau, non parce que la richesse est garantie, mais parce que l'échelle des responsabilités s'est élargie. La présence d'Ibrahim Traoré, toujours mesurée, s'inscrit dans cette perception, non comme une figure triomphante, mais comme un témoin engagé dans le même paysage que son peuple. Et au bout de cette longue traversée, une idée simple demeure, ténue mais tenace. Le destin n'avance que lorsqu'on choisit de le regarder. À présent que le relief du Sangandi s'est inscrit dans l'imaginaire collectif, une autre forme de responsabilité circule dans les conversations du pays. Elle ne dépend ni des chiffres, ni des prévisions, mais de la manière dont chacun choisira d'entretenir le sens de cette découverte. Les récits, transmis d'un foyer à l'autre, deviennent un espace où l'on partage des doutes, des attentes et des repères communs. Ce sont souvent ces échanges modestes qui construisent, pierre après pierre, une culture de vigilance et de lucidité. Entre voisins, dans les classes, sur les marchés, l'histoire du gisement n'est plus seulement une nouvelle nationale. Elle sert de miroir à la manière dont une communauté se définit et se projette. Participer à cette conversation, c'est déjà contribuer à une forme de souveraineté intime, celle qui se nourrit d'écoute, de nuances et de mémoire. Et si chaque voix peut aider à tenir ce fil, alors la question reste ouverte, simple mais essentielle. Quelle part de cette histoire souhaitons-nous garder vivante dans nos propres mots ?